We are now live and recording. People should be coming in shortly. Pas à ceux qui sont en ligne. On va encore se donner un petit 2 minutes avant de débuter la séance de ce soir. Donc, merci à ceux qui sont déjà là. Encore 2 minutes avant de débuter. Bonsoir à tous. Très heureux d'être avec vous ce soir et surtout très heureux de vous voir nombreux d'être joints à nous pour ce webinaire de Fibrose Kystique Canada portant sur le thème du système de réglementation, d'examen, de remboursement des médicaments au Canada. Nous allons donc répondre à certaines de vos questions sur le fonctionnement du système canadien d'examen et de remboursement des médicaments et sur ce que cela signifie pour l'accès à Trikafta et aux autres modulateurs du gène de la FK. Cette séance d'information fait partie d'une série de webinaires sur l'accès aux modulateurs que nous organisons pour fournir à la communauté fibrokystique canadienne l'information dont elle a besoin. Bien évidemment, c'est en réponse au sujet de l'heure, soit les modulateurs de la FK, dont Trikafta, couvrant ainsi les voies possibles pour que ces médicaments se retrouvent entre les mains des Canadiens qui en ont besoin. Vous pouvez accéder à l'enregistrement des webinaires précédents à partir de notre site Web. Et avant de débuter, j'aimerais dire un gros merci à nos donateurs, nos cliniciens, notre réseau d'experts qui rendent non seulement possible les séances d'information comme aujourd'hui, mais aussi toutes nos initiatives de défense des droits et d'accès aux soins et traitements auprès des différents gouvernements. Je suis Olivier Gérôme, directeur général régional chez Fibrose Kystique Canada. Avec moi ce soir pour ce webinaire, la docteure Carole Légaré, directrice du Bureau des essais cliniques produits pharmaceutiques chez Santé Canada, Madame Joanne Chambers, présidente de 360 Public Affairs, et Bill Dempster, directeur général de 360, tous trois experts sur le sujet. Avant de commencer, quelques points d'ordre général. Donc, nous avons reçu plusieurs questions avant la séance d'aujourd'hui auxquelles nos panélistes répondront avec leur exposé. Ces exposés feront partie du premier volet du webinaire. Le deuxième volet sera consacré à répondre à vos questions. Durant la portion questions-réponses, je vous invite à nous soumettre vos questions pour ceux qui sont en ligne via la fonction questions et réponses ou encore via la fenêtre de clavardage au bas de votre écran Zoom. On a aussi reçu quelques questions en amont de la séance de ce soir qui ont été regroupées par thème. Donc, ça se peut que vous ne retrouviez pas mot pour mot les questions qui ont été posées par vous, mais on les a rassemblées, peut-être reformulées pour pouvoir couvrir un plus grand éventail de thèmes et de questions posées. Donc, en raison aussi du fait que ces séances sont enregistrées, vous remarquerez que seules les caméras et micros de nos panélistes et de moi-même sont activés.
On fournira bien évidemment à la suite du webinaire de ce soir les liens vers notre blog et sur nos médias sociaux pour avoir les compléments des questions qui n'auront malheureusement peut-être pas été répondues ce soir, et ainsi qu'un lien vers l'enregistrement de cette séance. Alors, sans plus tarder, place à nos experts. Docteur Légaré, à vous la parole pour un survol du processus d'examen de Santé Canada. En somme, qu'est-ce que ça implique? Combien de temps ça peut prendre d'ordinaire? Et pour finir, ben, quels sont les possibles scénarios pour TRICAFTA? Docteur Légaré. Alors, bonsoir. Merci de l'opportunité de pouvoir vous parler de TRICAFTA et du processus d'examen réglementaire. Alors, je vais essayer. Parfait. Alors, je vais vous parler de l'accès des patients aux médicaments, du processus d'examen réglementaire pour les mettre sur le marché. Et je vais aussi terminer avec quelques points sur la modernisation de notre réglementation. Alors, bien entendu, avoir accès aux médicaments en temps opportun, c'est une priorité non seulement pour les patients et leurs familles, mais aussi pour Santé Canada et pour le système de santé. Alors, l'accès aux médicaments comprend plusieurs étapes et le travail de plusieurs organismes. Alors, ça va de la prise de décision de Santé Canada pour autoriser le médicament sur le marché, mais il y a ensuite d'autres organismes qui doivent travailler sur l'établissement du prix et du remboursement. On peut dire que l'amélioration de la communication et un meilleur alignement entre les différents partenaires ont réussi à réduire les délais entre les différentes étapes et d'offrir un service, un accès plus rapide aux médicaments au cours des dernières années. Alors, il y a différents rôles. Santé Canada a le rôle d'autoriser la mise en marché de médicaments et c'est fait suite à un examen des données sur l'efficacité, l'innocuité et la qualité du produit. Ensuite, les organismes d'évaluation des technologies de santé, alors pour le Québec, c'est l'INES, font une évaluation au niveau coût-bénéfice. Ensuite, il y a l'Alliance pan-canadienne pharmaceutique, qui est un groupe qui va faire une négociation du prix du médicament. Et par la suite, les différentes provinces vont déterminer s'ils vont inclure le médicament sur leur formulaire pour qu'il soit disponible aux utilisateurs du formulaire sans frais. Finalement, il y a aussi le Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés qui va établir une limite sur le prix du médicament de façon à ce que le prix ne soit pas excessif. Alors, qu'est-ce qu'il y en est de l'examen des médicaments par Santé Canada? Alors, Santé Canada, c'est une grosse organisation. Alors, où est-ce qu'on se situe? L'examen pour les mises en marché ont lieu dans la Direction générale des produits de santé et des aliments. Mais il y a aussi une collaboration étroite avec la Direction générale des opérations réglementaires et de l'application de la loi. Alors, c'est là où on retrouve les inspecteurs qui vont inspecter les compagnies pharmaceutiques, s'assurer des processus, que les processus de fabrication des médicaments sont en règle avec tous les règlements qui s'appliquent. Dans la Direction générale des produits de santé et des aliments, il y a différentes directions qui s'occupent de la mise en marché de médicaments. Dans le cas de la fibrose kystique, en général, les médicaments disponibles relèvent de la Direction des produits thérapeutiques.
Alors, ça, c'est une diapo pour montrer qu'il y a énormément de médicaments au Canada, principalement à usage humain et la plupart sur ordonnance. Mais c'est quand même, il y a quand même une grande variété, mais malgré tout, il reste qu'il y a plusieurs besoins médicaux qui sont non comblés. Alors, il y a différents instruments qu'on peut utiliser pour encadrer les produits thérapeutiques. Quand on parle, il y a des politiques, des lignes directrices, la réglementation et des lois. Et plus on monte dans la pyramide, plus c'est difficile de faire des changements et plus ça implique différentes organisations à l'intérieur du gouvernement. En plus de ces choses-là, Santé Canada applique les lignes directrices de l'ICH, alors le International Council of Harmonization, qui est un regroupement international où les différents pays s'entendent sur des lignes directrices en matière de réglementation de médicaments. Alors, Santé Canada ne fait pas que autoriser des mises en marché. On s'occupe de tout ce qu'on appelle le cycle de vie des médicaments. Alors, ça part d'autoriser des essais cliniques, de revoir les résultats de ces essais-là et de la fabrication du médicament pour autoriser les mises en marché et par la suite de continuer à surveiller le médicament afin de voir s'il y a des effets indésirables dont on n'était pas au courant, s'il y a des problèmes avec la qualité du produit et s'il y a des mesures à prendre pour s'assurer que le médicament puisse continuer à offrir plus de bénéfices que de risques. Alors, avant qu'un produit soit autorisé sur le marché, il existe d'autres façons d'accéder à un médicament. Ce qui n'est pas écrit sur la diapo ici, ce sont les essais cliniques. On préfère toujours l'accès par les essais cliniques quand un produit est en période expérimentale parce que ça l'offre un cadre réglementaire et un cadre éthique pour mieux encadrer l'utilisation du médicament. Alors, ça offre plus de protection pour le patient. Par contre, lorsque on se retrouve dans des situations où il y a quand même un certain nombre de données disponibles sur un médicament et qu'il y a des patients qui, en fait, ont épuisé les options disponibles sur le marché canadien, on peut faire appel au programme d'accès spécial. Alors, c'est un programme où, en général, le médecin fait une demande pour des patients spécifiques. Les demandes sont revisées au cas par cas. Et dans certaines situations, le manufacturier du médicament peut imposer des conditions pour l'accès aux produits. Une autre façon d'accéder des produits qui ne sont pas commercialisés, c'est la liste des médicaments pour les besoins urgents en santé publique. Alors ça, il s'agit principalement d'un mécanisme pour avoir accès à des médicaments autorisés aux États-Unis, en Europe ou en Suisse, qui ne sont pas disponibles au Canada pour répondre à un besoin urgent de santé publique. Alors, en ce moment, par exemple, sur cette liste, on retrouve certains médicaments pour contrer la crise des opiacés et des éclosions de tuberculose qui sont difficiles à contrôler. C'est un mécanisme où la demande n'est pas faite par un médecin individuel comme le programme d'accès spécial, mais ça doit être fait par un responsable de santé publique. Alors, pour l'accès réglementaire aux médicaments,
le manufacturier doit déposer une demande auprès de Santé Canada avec suffisamment de données pour confirmer l'innocuité, l'efficacité et la qualité du produit. Et le délai d'examen standard est de 300 jours. Par contre, il y a deux façons d'accélérer le processus. Alors, ça s'applique pour les médicaments où il y a un besoin médical qui est pas comblé. Alors, il faut que ce soit une maladie grave, potentiellement mortelle ou qui amène beaucoup, qui est très débilitante. Alors, le premier mécanisme, c'est la politique d'examen prioritaire. Alors, si le médicament démontre des évidences substantielles d'efficacité et répond aux critères de sévérité de la maladie, besoin médical non satisfait, on peut à ce moment-là accorder un statut d'examen prioritaire et la revue, l'examen de la demande du promoteur se fait en 180 jours plutôt que 300. Il y a aussi une politique d'avis de conformité avec conditions. C'est dans les situations où les données sont prometteuses en fait d'efficacité, où à ce moment-là, on peut faire une revue en dedans de 200 jours et accorder une mise en marché avec certaines conditions où le fabricant accepte de faire des études supplémentaires afin de bien confirmer l'efficacité du produit. Alors, ça, c'est une revue un peu schématique de ce qui se passe. On encourage les promoteurs à demander une réunion préalable au dépôt de leur demande. Et on va passer à travers ça un petit peu dans la prochaine diapo. Alors, ils font leur dépôt et il y a un examen préliminaire, ensuite suivi de l'examen scientifique et par la suite, une décision est prise. Alors, les réunions préalables à la présentation de la demande, ça donne une opportunité aux entreprises de présenter leurs informations, de demander des conseils, de présenter certains domaines où ils ont des préoccupations. Et ça permet en même temps aussi à Santé Canada de se préparer à recevoir la demande, de planifier les ressources qui vont être nécessaires et de savoir un peu à quoi s'attendre. Il y a ensuite la demande d'examen. Une compagnie peut faire une demande d'examen prioritaire s'il rencontre les critères. Et si on accorde le statut de demande prioritaire, ils ont alors 60 jours pour déposer leur demande. Ensuite, la demande est traitée. Il y a un examen préliminaire. Et ça vise à s'assurer que leur demande est complète, que toutes les informations dont on a besoin pour faire l'examen scientifique sont dans la demande et qu'il ne manque rien. Alors ensuite, on procède à l'examen scientifique. Alors, toutes les données sont vérifiées et on parle de données, c'est une quantité assez impressionnante de données. Alors, des données de tests de laboratoire, des données sur les études qui ont été faites chez les animaux, les essais cliniques qui ont été faits chez les humains. Ça peut être supplémenté par des données de la littérature. Si le produit est commercialisé dans d'autres pays, ça peut être... il peut y avoir aussi des données sur l'expérience chez les gens qui ont utilisé le médicament une fois sur le marché. Et ça prend aussi des données sur la fabrication du médicament, pour s'assurer que c'est un médicament de bonne qualité. Et enfin, l'étiquetage du produit et le nom de la marque, principalement pour s'assurer qu'il n'y a pas le nom du médicament ne portera pas à confusion pour amener des erreurs médicales dans la dispensation du médicament. Alors, suite à ça, Santé Canada
durant l'examen peut demander certaines clarifications auprès du fabricant, mais il est en mesure à ce moment-là de rendre une décision. Si la décision est négative, le fabricant a l'opportunité de revenir avec des données supplémentaires par la suite pour avoir une décision finale. Au niveau de la transparence, Santé Canada a fait beaucoup de progrès au cours des dernières années. Alors, maintenant, une fois que l'examen préliminaire est complété et qu'on débute l'examen scientifique, il y a une liste des présentations en cours d'examen qui va sur notre site Web. Et une fois que la décision finale est prise, il y a différentes ressources sur notre site Web. Il y a une base de données, des autorisations, des avis de conformité, alors les autorisations, un sommaire des décisions qui ont été prises, le sommaire des motifs de décision qui va plus en détail explique pourquoi on a autorisé ou refusé une décision. Il y a une diffusion publique de renseignements cliniques. Alors, pour certains chercheurs veulent avoir accès aux données qu'on a revues afin de faire leur propre analyse et tirer leurs propres conclusions. Une fois que le produit est sur le marché, s'il y a des problèmes d'innocuité qui sont soupçonnés ou confirmés, et il y a des sommaires de l'examen d'innocuité qui sont mis sur le site Web. On a un registre de médicaments et la base de données sur les produits pharmaceutiques donne également offre les monographies de produits qui contiennent une section de renseignements pour les patients. Alors, qu'est-ce qui se passe une fois que l'autorisation a été accordée par Santé Canada? Il y a beaucoup de gens impliqués. Alors, évidemment, les compagnies pharmaceutiques se mettent alors à produire suffisamment de médicaments pour pouvoir amener ça sur le marché. Il y a une surveillance de l'innocuité du médicament qui commence par Santé Canada et par le fabricant en même temps. Mais il y a toutes les étapes nécessaires pour faire l'évaluation coût-bénéfice, les négociations au niveau du prix, les décisions prises par les provinces au niveau du formulaire, les décisions qui sont prises par les compagnies d'assurance privées pour le remboursement du médicament. Et évidemment, les patients sont au cœur de toute cette belle diapo pleine d'intervenants. Une belle mosaïque. Une belle mosaïque, exactement. Alors, une façon peut-être un petit peu plus claire de présenter, l'industrie développe le médicament, Santé Canada autorise la mise en marché. Dès que l'autorisation de mise en marché est faite, les régimes privés peuvent commencer à prendre des décisions sur le remboursement. Le conseil d'examen du prix du médicament peut commencer à regarder la situation. Inès va voir évaluer le coût-bénéfice du médicament. L'Alliance pharmaceutique va travailler sur la négociation du prix et le ministère de la Santé vont prendre des décisions au niveau du formulaire. Alors, c'est un processus qui, en général, traditionnellement, est très long. Le développement d'un médicament peut prendre plusieurs années avec toutes les études animales et humaines, etc. L'examen de la réglementation, alors Santé Canada en général, c'est 300 jours, ce qui veut dire presque un an. L'évaluation de INES ou CADAT dans le reste du gouvernement du Canada peut prendre quelques mois. Et les négociations pour le prix peuvent s'échelonner sur certains mois aussi. Par contre, il y a beaucoup de
progrès qui a été fait à ce niveau-là. Par exemple, on peut avoir un examen prioritaire, ce qui va couper de façon importante la durée de l'examen de Santé Canada. Si les compagnies sont en accord avec ça, ils peuvent demander que les évaluations de technologie de la santé, telles que INES, fassent leur évaluation en parallèle avec Santé Canada, ce qui fait que plutôt que de faire un après l'autre, on peut le faire en même temps. Et ça a permis de rendre les médicaments disponibles plus facilement. Alors, je vais brièvement parler de la modernisation de la réglementation pour améliorer l'accès aux produits nécessaires. Alors, Santé Canada se modernise parce qu'on veut répondre à l'évolution des besoins du système de santé. Il y a beaucoup de nouvelles technologies qui apparaissent et on veut quand même tout de même maintenir nos standards en ce qui concerne l'innocuité, l'efficacité et la qualité des produits. Alors, on veut aussi augmenter la flexibilité pour mieux s'intégrer au système, pour réduire les délais entre les examens de nouveaux produits qui sont faits par différents organismes. Alors, j'ai donné l'exemple de progrès qu'on a fait avec les évaluations faites par INES, par exemple. Et on veut aussi donner priorité aux examens des médicaments qui répondent vraiment à des besoins du système de santé. Alors, encore là, les piliers importants, c'est d'avoir un accès en temps opportun, de s'assurer qu'on a suffisamment de preuves, d'informations pour soutenir une utilisation appropriée du médicament. Alors, l'utiliser chez les gens qui vont en tirer bénéfice et qui sont moins susceptibles d'en subir les risques. Et évidemment, la question de l'abordabilité ne dépend pas de Santé Canada, mais s'il y a des choses qu'on peut faire pour faciliter ou accélérer les décisions concernant les prix, ça va contribuer à un meilleur accès pour les Canadiens. Alors, ici, c'est un plan de transformation de Santé Canada. Encore là, la collaboration avec nos partenaires, c'est quelque chose sur lequel on a travaillé beaucoup. L'alignement de l'examen d'évaluation des technologies de la santé, c'est un exemple. On permet aussi des consultations scientifiques préliminaires de façon parallèle avec les agences de technologie de la santé. Il y a du travail qui se fait pour utiliser des décisions qui proviennent de l'étranger dans certaines situations. On veut aussi améliorer l'utilisation des données du contexte réel. Alors, regarder une fois que le médicament est utilisé dans la population, quel genre de résultats qu'on a, de quelle façon est-ce qu'on peut utiliser ces données-là pour améliorer l'utilisation du médicament. Et puis aussi un accès plus opportun aux médicaments et aux dispositifs médicaux. Il y a plusieurs initiatives de ce côté-là, dont le renouvellement du programme d'accès spécial qui vient tout juste d'avoir une nouvelle réglementation qui est entrée en vigueur en octobre dernier. Alors, beaucoup de partenariats. Je ne reviendrai pas sur des choses qu'on a déjà discutées. On a des partenariats avec d'autres organismes de réglementation. Par contre, on essaie de standardiser l'utilisation des examens qui ont été faits par d'autres organismes. Alors,
Santé Canada, dans certains cas, peut travailler de façon parallèle avec une autre agence réglementaire. On a eu plusieurs examens communs qui ont été réalisés avec un consortium qu'on a avec l'Australie, la Suisse et Singapour, par exemple, où on peut se partager la revue de la demande de mise en marché lorsque la demande est déposée en même temps dans les différents pays. Encore beaucoup de collaboration au niveau international pour essayer d'aligner nos exigences entre les différents pays. Alors, les avantages pour les Canadiens, évidemment, si on est aligné avec nos partenaires, ça peut fournir un accès plus rapide aux médicaments. On veut évidemment que les Canadiens soient mieux informés sur les avantages et les risques aux médicaments et avoir un accès plus rapide aux produits dont ils ont besoin. Alors, avant de terminer, juste mentionner quelques mots au sujet de Trikafta, puisque c'est un intérêt particulier pour les gens ici ce soir. Alors, Trikafta, je sais que c'est un médicament qui est très attendu par votre communauté. Ils ont fait une demande pour avoir un statut d'examen prioritaire, ce qui a été accordé par Santé Canada. Donc, l'examen de la demande va notre but, c'est qu'une décision sera prise à l'intérieur de 180 jours plutôt que de 300. Et ce qui n'est pas encore dans le domaine public, c'est que nous avons effectivement reçu leur soumission le 4 décembre dernier. Alors, il y a un peu plus qu'une semaine. Et la soumission est présentement en examen préliminaire pour s'assurer qu'elle est complète. Et aussitôt que ce sera confirmé qu'on a toutes les parties dont on a besoin, ça sera mis sur notre site web, comme quoi on a cette soumission-là sous examen. Une autre bonne nouvelle qu'on a reçue cette semaine, c'est tout nouveau. C'est à l'effet que pour les demandes au niveau du programme d'accès spécial, la compagnie acceptera maintenant les demandes à compter de l'âge de 6 ans. Alors, le processus est le même que les demandes qui ont été faites jusqu'à présent. La compagnie exige de donner une autorisation de leur part. Il faut demander une autorisation à la compagnie avant de faire la demande au programme d'accès spécial. Mais jusqu'à présent, toutes les demandes au programme d'accès spécial qui ont été autorisées par la compagnie ont aussi été autorisées par Santé Canada. Alors, j'espère que ça va aider davantage de Canadiens de pouvoir accéder à ce médicament-là. Alors, c'est tout pour moi pour l'instant. Merci. Merci beaucoup, Dr. Légaré. Donc, premièrement, merci pour cette belle opportunité-là de vous confier en direct ce soir puis nous faire ces belles annonces-là. Très heureux de l'entendre de Santé Canada même. Et très heureux aussi d'entendre que le programme d'accès spécial est maintenant étendu à l'âge des 6 à 11 ans, donc ce que je comprends bien. Donc, pour ceux qui auront des questions, je pense, qui tombent dans cette tranche d'âge-là, que ce soit des patients au niveau des proches aidants, peut-être vous référer à votre équipe de soins. Ils seront à même de vous guider, savoir si vous rencontrez les critères d'éligibilité. Et sinon, ben, merci pour votre exposé. On l'a dit, c'est une belle mosaïque. Souvent, à titre de patient ou d'usager du réseau, on arrive dans un fait accompli. Le médicament, il est là. Et on ne voit pas tout ce qui se passe derrière pour se rendre là. Ou parfois, lorsqu'on est en
période d'approbation. On ne doute pas de la longueur du chemin qui est à parcourir. Je pense que le portrait que vous avez dressé nous permet à tous de mieux comprendre ce qu'il en est. Pour conclure rapidement sur votre exposé, bon, sachant tout ce qui est fait au niveau là, de Fibrose Kystique Canada, pourriez-vous nous expliquer en quelques mots là, à quel niveau puis comment les cliniciens ou encore les membres de la communauté fibrokystique peuvent prêter main forte au travail déjà réalisé auprès de Santé Canada afin peut-être d'accélérer l'accès à Trikafta? Est-ce qu'il y a des moyens d'aider à accélérer le pas chez la communauté ou chez les cliniciens? Disons que dans l'examen scientifique du produit, il n'y a pas vraiment de processus à Santé Canada pour la participation des patients ou des cliniciens comme tels, à moins qu'il y ait des questions qui nécessitent d'avoir un panel d'experts pour consultation. Qui à première vue me semble peu probable dans ce cas-ci, étant donné que Trikafta a quand même été autorisé dans d'autres juridictions. Je pense qu'on est tout de même très heureux du travail qui a été fait par la communauté de la fibrose kystique pour vraiment pousser pour que le fabricant dépose une demande à Santé Canada. Une fois que la demande est déposée, on peut procéder avec l'examen. Peut-être une chose, si les gens veulent encourager le fabricant à faire une demande à l'INES ou à CADET pour que l'examen se fasse en parallèle plutôt que de façon séquentielle, c'est quelque chose qui pourrait être utile pour rendre un accès plus rapide. Bon, ben écoutez, c'est bien noté et je suis convaincu que ça faisait déjà partie de l'arsenal de notre communauté. Donc, merci beaucoup. On reviendra à vous plus tard pour la période de questions. On va maintenant passer du côté de Joanne et William Bill de chez 360 Public Affairs pour nous dresser un petit portrait justement de cette odyssée qu'est l'accès au nouveau modulateur en fibrose kystique dans un contexte canadien. Donc, à vous la parole, Joanne, Bill. Merci, Olivier. Puis merci aussi à Fibrose Kystique Canada de nous avoir invités ce soir à participer au webinaire. On est très contents d'être ici avec le Dr Légaré de Santé Canada, puis aussi, bien sûr, avec la communauté de la fibrose kystique. Comme mentionné par Olivier, ce qu'on peut faire ce soir, c'est vraiment vous expliquer le parcours que doit suivre un nouveau médicament avant d'être approuvé et remboursé. Donc, ce qu'on espère, on espère que vous aidiez à mieux comprendre les différents stades du processus, puis aussi le rôle que vous pouvez jouer à chacun de ces stades-là. Mais avant de commencer, je veux juste mentionner aussi que notre firme 360 Public Affairs travaille avec Vertex, qui est le fabricant de plusieurs médicaments contre la fibrose kystique. Je voulais le mentionner, mais je voudrais aussi souligner qu'on est ici ce soir vraiment dans le cadre de notre mandat avec Fibrose Kystique Canada. Donc, ce que vous voyez ici, c'est un infographique qui illustre le parcours complet que doit suivre le médicament avant d'être remboursé. Puis comme vous pouvez voir, ça commence en haut avec un examen par Santé Canada, dont Mme Légaré, Dr Légaré a parlé plus tôt. Donc, après Santé Canada, on voit par contre que le parcours se divise en deux. Vous avez du côté gauche le parcours que devra suivre un médicament avant d'être remboursé par le régime public d'assurance médicaments au Québec. Puis on voit qu'il y a plusieurs paliers, donc c'est un parcours qui est un peu plus complexe et un peu plus long. À droite, ça c'est le parcours que devra suivre le médicament avant d'être remboursé par les plans d'assurance privés. Puis on l'a illustré ici avec un escalier roulant parce que généralement, c'est beaucoup plus rapide et plus simple comme processus de remboursement. Je dois dire, par exemple, que au cours des dernières années, il y a beaucoup de plans d'assurance qui ont maintenant des critères qui sont de plus en plus restrictifs. Puis des fois aussi, le processus peut être un peu plus long.
qu'avant, mais c'est quand même tout de même beaucoup plus rapide en général que du côté public. Puis on a aussi illustré ici l'infographique vraiment avec des paliers de façon séquentielle, mais comme le Dr. Légaré l'a mentionné, s'il y avait par exemple un examen harmonisé, il est possible que certains des processus puissent avoir lieu en parallèle, comme par exemple l'examen de Santé Canada, puis l'évaluation par l'INES, dont on va parler un peu plus tard. Donc, première étape, je vais sauter cette diapositive-là parce que Dr. Légaré nous en a déjà parlé, c'est l'examen par Santé Canada. Donc, on va passer plutôt ici au conseil d'examen du prix des médicaments brevetés qu'on appelle communément le CEPMB. Le CEPMB, c'est une agence fédérale de réglementation, une agence qui est quasi-judiciaire. Son rôle, vraiment, c'est de veiller à ce que les prix ne soient pas excessifs. Ce n'est pas un processus, ce n'est pas un stade formel dans le processus parce que le CEPMB va juste commencer à examiner le prix du médicament lorsqu'il va y avoir une première vente du médicament. C'est à ce moment-là qu'il va vraiment déterminer quel va être le prix maximum que peut charger le fabricant. Il y en a plusieurs sur l'appel qui sont peut-être déjà assez familiers avec le CEPMB, étant donné la réforme fédérale dont on a parlé dans les dernières années. On sait que le gouvernement fédéral est venu en fait modifier la façon dont le CEPMB va maintenant examiner les prix des médicaments. Puis donc, en date du 1er janvier, il va y avoir des nouvelles règles. Puis on a ici illustré sur la diapositive les nouvelles règles. Donc, le CEPMB, ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder le prix du médicament en le comparant avec la nouvelle liste que vous voyez à l'écran, la liste qui comprend maintenant 11 pays. Puis il va pouvoir aussi venir appliquer, dans certains cas, des nouveaux facteurs économiques qu'on appelle la valeur pharmacoéconomique et aussi la taille du marché. Qu'est-ce que vous pouvez faire ici à ce stade-ci pour vous impliquer? Bien, on sait que la communauté de la fibrose cystique a déjà été très active à ce niveau-ci, vraiment a été au cœur des activités de défense des droits des patients pour faire en sorte que les nouvelles règles ne posent pas d'obstacles à l'accès à Trikafta. Si c'est ce qui dit, je voulais mentionner que bien que le fabricant a déposé une demande auprès de Santé Canada pour faire évaluer le médicament, il n'y a pas eu encore de première vente du médicament. Donc, le CEPMB n'a pas encore eu à se pencher sur le prix maximum qui pourrait être chargé pour Trikafta. Ça veut dire qu'il va falloir voir comment ils vont faire son examen, mais il est possible qu'il y ait des difficultés à cette étape-là, surtout parce que les nouvelles règles qu'ils vont mettre en place, on ne sait pas encore exactement comment elles vont être appliquées. Donc, il est possible qu'il y ait des efforts additionnels relatifs à la défense des droits des patients qui pourraient s'avérer peut-être nécessaires à cette étape. La prochaine étape, c'est une étape très importante, c'est l'évaluation par l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux, qu'on appelle l'INES. Donc ça, c'est une agence qui va, dans le fond, évaluer le médicament afin d'émettre une recommandation au ministre de la Santé pour savoir si le médicament devrait être remboursé ou non. Il pourrait être remboursé complètement, il pourrait être remboursé avec des conditions, ou on pourrait recommander qu'il ne soit pas du tout remboursé. C'est vraiment une étape importante parce que ça va venir informer la décision du ministre. Ça va aussi venir informer les négociations qui vont avoir lieu sur le prix du médicament. Ce que l'INES fait ici quand elle évalue un nouveau médicament, c'est qu'elle va regarder plusieurs facteurs, dont la valeur thérapeutique, mais aussi la valeur au niveau économique. Ça, c'est le rapport entre le coût et l'efficacité du médicament. Puis les patients et les cliniciens, les citoyens ont un rôle important à jouer ici parce qu'il va y avoir une consultation qui va être menée par l'INES où on va tenter d'obtenir les perspectives des différents intervenants sur le médicament qui va être évalué. Donc ici, la consultation avec les patients, proches aidants et professionnels de la santé, ça va être une période de consultation qui va durer 7 semaines. Et puis, les groupes de patients comme Fibrose Cystique Canada vont pouvoir donner leurs perspectives. Puis, on sait entre autres que Fibrose
Fibrose Cystique Canada a l'intention de faire circuler un sondage, ils nous ont dit au mois de janvier, pour aller chercher les perspectives des patients et des proches aidants. Ces informations-là, ça va les aider, dans le fond, à élaborer leur soumission qu'ils vont présenter à l'INES. C'est très important de remplir le sondage. Mais à l'INES, il y a aussi l'opportunité pour les patients, les proches aidants, de pouvoir fournir leurs propres commentaires individuels sur le médicament en remplissant un questionnaire qui leur est destiné. C'est aussi remplir votre propre questionnaire pour donner des informations supplémentaires. Les cliniciens peuvent aussi fournir leur point de vue. C'est très important. Ils peuvent le faire. Il n'y a pas de questionnaire ou de gabarit. Pour eux, ils peuvent le faire simplement en écrivant une lettre à l'INES. Donc, comment vous impliquer? Bien, je viens de le mentionner, c'est très important de répondre au sondage qui va être circulé par Fibrose Cystique Canada au mois de janvier. Si c'est possible aussi, vous avez la chance, remplissez un questionnaire individuel pour fournir votre perspective sur la maladie puis le nouveau médicament. Puis, on encourage aussi plusieurs lettres par les professionnels de la santé parce que plus de gens, le plus de personnes qui vont soumettre leurs commentaires, le plus de chances que l'INES va vraiment entendre, écouter puis prendre en compte ces commentaires-là lorsqu'ils vont émettre leurs recommandations. Qu'est-ce que l'INES cherche dans le fond quand elle mène ses consultations avec les patients et les proches aidants? Elle veut vraiment comprendre qu'est-ce que c'est que de vivre avec la maladie de la fibrose cystique. Donc, qu'est-ce que cette condition, cette maladie a? Quel effet elle a sur la qualité de vie des patients, sur la qualité de vie de leur famille, tant au niveau physiologique, psychologique, social? Elle veut aussi comprendre quelle a été l'expérience des patients avec les traitements qui sont actuellement disponibles. Donc, quels sont les inconvénients, les bénéfices et, bien entendu, elle veut entendre quels sont les points de vue sur le médicament qui est à l'étude. Donc, pour ceux qui ont utilisé le médicament, quelle a été leur expérience, quels ont été les avantages, les bénéfices, les inconvénients. Et pour ceux qui ne l'ont pas utilisé, quelles sont leurs attentes face à ce nouveau médicament-là. Donc, c'est important vraiment de miser sur les effets que le nouveau médicament peut avoir sur la qualité de vie des patients et la famille, comme par exemple, est-ce qu'il y a eu moins de visites à l'hôpital? Est-ce que ça a permis, par exemple, à certaines personnes ou certains patients de retourner à l'école ou à la famille de travailler? Donc, c'est le type d'information qu'ils cherchent à ce stade-ci. Pour les professionnels de la santé, ils ont aussi une expérience, qui est naturellement une expertise unique à partager avec l'INES. Ils peuvent vraiment donner leur point de vue sur la valeur du médicament, puis aussi sa place dans le traitement. Ils peuvent offrir des informations sur des enjeux locaux, comme par exemple s'il y a des enjeux au niveau de l'adoption du médicament pour le système de la santé. Puis finalement, ils peuvent donner leur point de vue, par exemple, par rapport à un besoin de santé qui serait non comblé, fondé sur ce qu'ils ont vu dans leur pratique clinique. Je vais maintenant céder la parole à mon collègue Bill qui va présenter les prochaines diapositives. Merci Joanne et merci tout le monde. La prochaine étape est le processus de négociation de l'Alliance pan-canadienne pharmaceutique ou l'APP. Et peut-être on peut mentionner aussi avec le diapo, l'infographie qu'on a montré, on commence souvent avec une population qui peut aider, qui peut être aidée par les médicaments de Santé Canada assez large, mais quand ça arrive pour les négociations de APP, ça peut être très ciblé ou plus ciblé que l'indication donnée ou autorisée par Santé Canada. C'est pour ça que c'est très important de porter une recommandation de l'INES assez grande pour les populations qui peuvent bénéficier par les médicaments. L'APP comprend en fait tous les provinces, tous les territoires et le gouvernement fédéral. Et ce qu'ils font, ils négocient les termes de remboursement et ça compris le prix avec le fabricant du médicament. En fait, si les négociations aboutissent à une entente, le fabricant conclura alors l'entente d'inscription distincte avec chacun des gouvernements partout au Canada. Et la durée de ce processus, ça varie d'un médicament à un autre. En fait, on a vu les
négociations terminées en quelques semaines, mais ça peut prendre des mois ou même plus qu'un an de temps en temps. Et on sait que maintenant, il y a un couple de médicaments pour le fibrose kystique qui sont dans la négociation actuelle. Et c'est très important, surtout dans le temps de COVID, on a vu plus de listes d'attente avant que les négociations commencent, que ça soit priorisé. Fait que dans ce contexte, qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que la communauté peut faire? Mais faire en sorte que le médicament est priorisé pour réduire les délais de négociation, puis parce qu'on sait que ça peut arriver. Et misez vos efforts sur les représentants provinciaux, ça veut dire le premier ministre, le ministre de la Santé et le député de votre circonscription. Parce qu'au Québec, la décision finale, en fait, c'est le ministère. En termes de l'inscription du médicament sur la liste des médicaments, lorsque les négociations sont terminées, le fabricant devra conclure une entente d'inscription avec chaque province ou territoire, avec le gouvernement fédéral, et au Québec, ça veut dire le MSSS. Et la décision d'inscrire, c'est ultimement du ministre de la Santé, mais plus souvent que pas, en fait, quasiment tout le temps, ils suivent la recommandation de l'INES. Et ça, c'est pourquoi que la prochaine étape de l'INES est aussi importante. Et comment est-ce que vous pouvez impliquer, c'est quasiment la même chose que l'autre, faire en sorte que les médicaments soient rapidement inscrits sur la liste des médicaments aussitôt que la conclusion de l'entente avec l'APP est terminée. Misez vos efforts encore au niveau politique. Le premier ministre, le ministre de la Santé et le député local. Fait que juste pour terminer, en résumé, 5 choses, 5 points peut-être pour nous mener dans la période de questions. Participer aux consultations de l'INES, continuer à exprimer vos attentes concernant les négociations avec l'APP. Et ça ne prend pas plus tard. Vous pouvez en fait commencer ça tout de suite. On n'a pas besoin d'attendre que ça commence officiellement. Et obtenir le soutien de la province du Québec, comme Fibrose Kystique Canada a reçu de Terre-Neuve, qui a envoyé une lettre en disant que si on a les négociations terminées de APP, on va implémenter cette décision, cette recommandation aussitôt que possible. Et soyez prêts à passer à l'action parce qu'il va y avoir des obstacles ou les délais dans le processus. On ne sait pas où, sur quelle étape et les événements vont arriver. Comme vous savez, vous êtes vraiment expérimenté en fait déjà avec d'autres médicaments, fait que vous êtes très bien placé à être prêt pour les obstacles. Et finalement, comme vous avez déjà fait dans plusieurs places, prendre avantage de toutes les plateformes possibles. Ça veut dire, surtout maintenant, dans la pandémie de COVID, on voit les forums de politique virtuelle et aussi d'autres rencontres sont possibles, en fait, avec les députés, qui peut être, en fait, plus facile que quand on était forcé à aller en personne. Et la demande en bout de ligne, c'est encore s'assurer qu'on priorise la fibrose kystique parce que, comme on sait, l'AFCA n'attend pas. Fait que ça, c'est tout pour nous, là. La période de questions, passe la parole à Olivier. Merci. Merci beaucoup, Joanne. Merci, Bill. Très bon maillage. Je pense qu'il vient s'inscrire dans la séquence de présentation de Dr. Légaré. Vous avez présenté les étapes qui suivent, mais c'est intéressant de voir la perspective où, à chacune de ces étapes, la communauté a un rôle à jouer et leur contribution peut vraiment faire pencher la balance du bon côté. C'est encourageant, tu l'as bien résumé là, dans le sommaire à la fin, mais pour me donner un exemple tangible, est-ce que vous pourriez nous donner vraiment un exemple d'une situation où justement les cliniciens puis les membres de la communauté de patients ont uni leurs forces pour accélérer l'accès à un médicament? C'est juste pour qu'on ait un référentiel dans le réel et non un peu moins théorique.
Oui, Olivier, bien, dans le contexte des maladies rares, je peux peut-être vous mentionner le médicament Spinraza pour l'amyotrophie spinale. Spinraza, c'était un médicament qui avait reçu une recommandation puis qui avait été remboursé au départ pour seulement un type de la maladie. Puis, ce qui est arrivé, c'est que les groupes de patients, puis les patients, ils ont poussé très fort pour faire élargir l'accès afin que les autres types de maladies, les autres patients qui ont d'autres types de maladies puissent aussi avoir accès aux médicaments. Ça a été vraiment beaucoup d'efforts, un peu comme la fibrose, la communauté de la fibrose cystique, qui ont été très actifs tant dans les médias qu'avec leurs élus provinciaux, pétitions à l'Assemblée nationale. Donc, ils ont fait beaucoup d'efforts pour que l'accès soit élargi. Et quand il y a eu une réévaluation à l'INES, ils étaient prêts à participer en grand nombre au niveau des consultations de l'INES. Ils ont appuyé la soumission de leur groupe de patients. Ils ont envoyé des lettres, plusieurs lettres à l'INES. Puis les cliniciens aussi se sont joints. Il y avait des panels spéciaux, un panel spécial qui a été formé par l'INES dans lesquels les cliniciens ont été consultés, puis ont envoyé aussi des lettres pour faire part de leurs commentaires. Et tout ça, en bout de ligne, a mené l'INES à élargir, dans le fond, le remboursement. Ça s'est produit assez vite aussi au niveau du ministère parce que la ministre de la Santé, ministre McCann, à l'époque, est venue annoncer le remboursement des critères élargis avant même que l'INES ait publié la recommandation sur le site Web. C'était vraiment assez rapide. Je pense que le gouvernement sentait la pression, puis savait que c'était un médicament qui était très attendu par tous les patients, dans le fond, qui souffraient de cette condition-là. Donc, je pense que ça démontre que les patients, les groupes de patients, les cliniciens ont vraiment un rôle important à jouer, puis ça peut faire la différence. Merci. Merci, Joanne. Tu viens à l'instant de citer Mme McCann, l'ancienne ministre de la Santé. Donc, ça vient toucher une question qu'on vient de recevoir ici de ceux qui sont en ligne. Quelqu'un qui vient des Maritimes, du Nouveau-Brunswick, qui dit, bon, vous dites qu'au Québec, c'est le ministère de la Santé, le M3S, qui prend la décision finale, justement, pour inscrire ou non ces médicaments-là. Au Nouveau-Brunswick, qui est-ce? Oui, mais en fait, ça dépend de province et chaque province est différent. Par exemple, Ontario, c'est tout délégué à un fonctionnaire assez élevé dans le système-là. Ça, c'est le directeur exécutif du plan de médicament-là. Mais dans l'Est du Canada, en général, ça reste toujours avec le ministre de la Santé. En fait, c'est délégué, en fait, c'est le ministère qui va signer en général que ça va être approuvé ou approuvé pour un remboursement. Mais en fait, la décision est prise par les fonctionnaires du plan des médicaments. En fait, une autre chose qu'on a vue dernièrement, surtout dans l'Est du Canada, ça c'est plus Nouvelle-Écosse, par exemple, le ministre des Finances est très impliqué aussi parce que même si on a l'APP conclu, on a les termes de remboursement, ça doit attendre pour un autre budget ou plus d'argent dans le système. En fait, dans cette étape-là, les médicaments sont priorisés. Mais en général, Nouveau-Brunswick rembourse assez rapidement les médicaments après la conclusion de l'APP. C'est une des provinces qui va assez rapidement. Merci pour la réponse. On a reçu aussi une question qui est peut-être plus adéquate pour Dr Légaré. Vous avez mentionné là, tout à l'heure que le programme d'accès spécial est étendu pour l'âge pédiatrique là, de 6 à 11 ans. C'est le programme d'accès spécial, mais qu'en est-il du programme, pas du programme, mais de l'accès standard au Trikafta, qui est présentement pour les 12 ans et plus? Ça sera quoi le parcours du médicament pour étendre justement à la tranche d'âge 6 à 11 ans? Est-ce qu'il recommence à zéro? Non, il n'y a pas vraiment de changement. C'est juste que
Pour les patients plus jeunes, le médecin peut faire une demande et ça va passer par le même processus que pour les 12 ans et plus. On doit faire une demande auprès de Vertex pour débuter et par la suite au programme d'accès spécial. L'accès va rester le même pour les 12 ans et plus. Et si le médicament est approuvé à ce moment-là, on devra avoir, il y aura une période de transition entre le programme d'accès spécial et la commercialisation du produit. Parce qu'évidemment, quand le produit est approuvé, ça ne veut pas dire qu'il va se retrouver sur le marché le lendemain matin. Mais au programme d'accès spécial, on suit de près les médicaments qui sont en examen à Santé Canada et lorsqu'il semble qu'une décision positive est sur le point d'être prise, à ce moment-là, on entame des discussions avec la compagnie pour avoir un plan de transition, avoir une idée à quel moment ils vont être en mesure de mettre le médicament sur le marché au Canada parce que, bon, parfois, ils ont besoin de voir à imprimer de l'étiquetage de façon bilingue et ils doivent parfois augmenter leur production pour faire face aux besoins d'un nouveau marché. Alors, en général, la plupart des compagnies vont mettre leurs médicaments sur le marché en dedans de 1 à 3 mois. Suivant l'avis de conformité de Santé Canada. Et durant cette période-là, on continue à fournir l'accès par le biais du programme d'accès spécial, mais avec la différence que peut-être que les quantités de médicaments autorisés vont être plus petites là, selon la date à laquelle on prévoit que le médicament va être largement disponible. Merci. Dernière question de la soirée, donc l'heure a déjà passé, ça va vite. Peut-être dans un contexte purement québécois, on le sait, plusieurs patients au Québec ont accès à des modulateurs via le programme de patients d'exception. Dans toute la belle mosaïque qu'on a présentée tout au long de la soirée, ce programme-là a sa place bien précise. Est-ce que le programme du patient d'exception est une avenue possible pour Trikafta ou c'est propre aux générations actuelles? Qu'en est-il? Peut-être, Joanne, si tu veux répondre. Oui, bien, la mesure du patient d'exception, peut-être que je peux commencer un petit peu par expliquer de quoi il s'agit. C'est une mesure qui permet à certains patients d'avoir accès aux médicaments lorsque celui-ci n'est pas sur la liste des médicaments, donc quand il n'est pas remboursé. C'est une voie d'accès qui est très importante, surtout dans le contexte des maladies rares où souvent, pour certains critères, le médicament n'est pas remboursé. Puis on sait que ça permet donc à ces patients-là d'y avoir accès. Ceci dit, c'est pas la mesure idéale ou souhaitable qu'on voudrait voir pour les médicaments pour la fibrose cystique. On préférait de loin que les médicaments soient ajoutés à la liste des médicaments parce que ça permettrait alors un remboursement beaucoup plus large. Ça permettrait aux patients de pouvoir y accéder plus facilement parce que la mesure d'exception, c'est une mesure exceptionnelle, c'est du cas par cas. Ça demande une autorisation préalable de la RAMQ, puis le clinicien doit aussi faire la demande. Donc, c'est possible, mais c'est beaucoup plus compliqué puis plus restreint. Parfait. Bien, écoutez, merci beaucoup. Ah, attendez. Bon, on a une question qui vient tout juste de rentrer. Je vous ai en ligne, donc je vous garde 2 minutes de plus s'il faut. Qu'en est-il? Oups, attendez un instant. Donc, qu'en est-il des patients qui ont un accès au Trikafta via le programme d'accès spécial? Et une fois la commercialisation obtenue par Santé Canada, si refusé au programme de patients d'exception ou non couvert par l'assurance privée. Donc, j'ai essayé peut-être de reformuler tout ça. Donc, lorsqu'un patient a présentement accès au Trikafta via le programme d'accès spécial, une fois l'autorisation de commercialisation obtenue par Santé Canada, bien, est-ce qu'il peut se voir refuser cet accès ou s'il n'est pas couvert par une assurance privée ensuite? Là, tout à l'heure, Dr. Légaré, vous parliez d'une période de transition. Là. Comment cette transition-là s'inscrit-il dans un contexte d'assurance privée? Oui.
Qu'est-ce qui en suit? En fait, en général, les assurances privées sont plus rapides que les gouvernements pour accepter le remboursement des médicaments. Ceci étant dit, bon, le programme d'accès spécial, théoriquement, une fois que le médicament est approuvé, c'est plus éligible au programme d'accès spécial. Par contre, on permet une période de transition dans les cas où ça pose problème et qu'il n'y a pas vraiment de façon d'accéder. Il y a souvent moyen de négocier avec la compagnie pour avoir un certain programme de compassion, là, si on peut dire, pour voir s'il y a moyen de continuer à soutenir ces patients-là jusqu'à ce que des décisions soient prises au niveau de remboursement. Bon, ben, on me confirme que j'avais quand même bien saisi la question, donc c'est les joies du direct. Écoutez, je vous remercie. Je vous remercie pour votre temps. Je pense que ça fait le tour des questions qu'on avait. On me demande de compléter la question précédente dans un contexte de RAMQ. Donc, on a parlé d'assurance privée, mais qu'en est-il si on est dans un contexte de RAMQ à ce moment-là, dans cette transition? Oui, mais c'est quand même, c'est un peu la même chose. Si il y a le remboursement est une barrière, il y a souvent moyen de négocier quelque chose avec la compagnie. Ça reste que la compagnie a le dernier mot. Alors, s'il y a des signes que les décisions de remboursement pourraient traîner, ça peut être un certain lobbying auprès de la compagnie de la part de votre communauté pourrait aider. Parfait. Écoutez, merci beaucoup, Dr. Légaré. C'est noté. Eh bien, voilà qui se termine notre programme pour ce soir. Donc, Dr. Légaré, Joanne, Bill, merci d'avoir partagé tous vos points de vue, votre savoir, votre sagesse sur le sujet. On l'a vu, ça peut être un réel labyrinthe, mais je pense que vous avez très bien vulgarisé la chose et surtout, vous avez fait un croisement entre les points d'ancrage, ce que notre communauté peut faire pour faire avancer le processus et espérer une issue, fin heureuse en ce qui a trait à l'accès le plus large possible pour tous les FK qui en ont besoin au Canada. Donc, un grand merci aussi à vous tous qui avez participé à nos récents webinaires sur l'accès aux modulateurs. Il y en a eu plusieurs en séquence. Tels que mentionné plus tôt, vous pouvez tous les revoir en enregistrement via sur notre site web, puis aussi sur notre chaîne YouTube. Donc, vous les regardez déjà par centaines. Continuez, ils sont là. Les PowerPoint apparaissent aussi à l'enregistrement. Donc, pour revenir sur des petits points qu'on aurait peut-être mal saisis parce qu'il y avait beaucoup de termes et d'acronymes dans tout ce qui a été présenté au fil des dernières semaines, vous pouvez y revenir à votre guise. Donc, on va être de retour en 2021 avec d'autres webinaires qui sont susceptibles à nouveau de pouvoir vous intéresser. On vous invite donc à consulter notre site web, notre page Facebook, nos annonces sur les médias sociaux pour plus de renseignements au sujet de l'accès à Trikafta et des autres modulateurs de la maladie. On vous remercie d'avance, parce qu'on l'a vu, vous avez votre rôle à jouer à titre de communauté. On vous remercie d'avance pour votre excellent travail en vue d'améliorer l'accès aux médicaments. Il y a des soumissions qui s'en viennent. Vous avez vu, vous aurez sans doute un rôle important à tenir pour amener la voix du patient au processus de couverture de Trikafta à travers le pays. Donc, merci et on vous souhaite à vous et à vos familles bon repos durant la période des fêtes et au plaisir de vous retrouver bientôt. Merci, au revoir.